juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un superbe podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va échanger avec un petit jeune qui m'a avoué, lorsque je l'ai contacté, être aussi un auditeur du podcast. Donc, cher invité, tu passes de l'autre côté du micro. Je suis très heureux de tendre le micro justement à Victor. Salut Victor. Salut Armano, bonjour à tous. Bon, on sent une petite pointe d'accent dans ton expression, mais d'où viens-tu, mon cher Victor Henry ? J'ai bugué un petit peu tout à l'heure, mais parce que je voulais bien rester sur le Victor pour ne pas embrouiller les auditeurs. Donc on va dire Victor, c'est ton prénom, Henry avec un Y, c'est ton nom de famille. Donc d'où viens-tu, Victor Henry ? Exactement, j'ai un petit accent de l'Est. Je suis un pur produit franc-comtois et plus précisément de Montbéliard. Et pour ceux qui sont un petit peu amateurs du football, j'habite juste à côté de Sochaux. Voilà, un club historique. Un club historique. Bah, et Sochaux, ils font pas que du foot, ils font aussi des voitures. Enfin, exactement, ils font pas mal de trucs, il faut du foot et des voitures. Si on peut résumer, c'est déjà pas mal. Bon, ils sortent aussi des beaux ingénieurs, hein, n'est-ce pas ? Ouais, aussi, ouais. Bon, on va revenir sur tout ça justement, les auditeurs vont comprendre pourquoi je fais cette petite blague. Écoute Victor, tu le sais, si tu écoutes le podcast, la première question, c'est toujours la même. On terminera aussi toujours avec une question qui est toujours la même, mais la première, dis-nous tout. Qui est Victor, de prénom, Henry, de nom de famille ? Eh ben, écoutez, moi je suis Victor, j'ai 28 ans, je fais du triathlon depuis maintenant 12 ans. Quand j'ai recompté pour préparer un petit peu l'interview, je me suis dit, waouh, ça va faire déjà 12 ans que je fais du triathlon, que le temps passe vite. Donc ça c'est pour le côté sportif, hein. Je suis au club du Pays de Montbéliard Triathlon et puis peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je suis également au Team Argon 18 France, un team de triathlètes passionnés et passionnants. À côté de tout ça, j'habite à Montbéliard avec ma copine Mathilde et mon petit chat Pistache. Évidemment, il faut qu'on en parle et j'espère qu'on pourra également en parler assez longuement de ce petit chat. Et sinon, côté professionnel, je suis ingénieur pour la collectivité territoriale du Jura dans toute la partie recyclage et valorisation des déchets. Waouh. Bon, côté professionnel, côté travail, celui qui t'amène le principal du budget pour vivre, tu fais ça, mais tu as aussi une autre occupation en tant que professionnel, non ? Ouais, exact. Donc, on va dire que le travail, c'est ce qui me ramène un petit peu de nourriture dans l'assiette. Et pour le faire avec le sourire, je fais du triathlon, donc en essayant de me rapprocher du haut niveau, en professionnalisant la démarche. Je fais du triathlon donc au club de Pays de Montbéliard comme je le disais et en gros ça me prend une vingtaine d'heures par semaine en parallèle de tout le reste. Alors triathlon sur quelle distance pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, parce qu'on le sait, le triathlon ça va du super sprint jusqu'au DK Ironman. Toi t'es sur quelle distance ? Quelle est ta distance favorite ? Moi j'ai commencé tout jeune, hein. J'ai commencé en cadet, donc ensuite j'ai fait le cheminement je dirais logique du triathlète qui commence. J'ai commencé par des S et DM essentiellement. Je me suis rendu compte que c'était cool, mais que je sentais bien que j'avais plus des capacités d'endurance que de vitesse, bien que je sois rapide. Mais je me suis quand même assez rapidement dirigé vers du longue distance. Et plus précisément quand même du format Alpha Ironman, parce que pour l'instant l'Ironman je pense pas avoir le temps nécessaire et puis la maîtrise de l'effort pour pouvoir me diriger sereinement vers un Ironman. Sereinement vers un Ironman, donc tu restes sur le half, ouais. 20 heures par semaine, c'est pas mal. Comment tu dispatches tes entraînements entre la natation, le vélo et la course à pied ? Je dirais en semaine en semaine normale, en gros c'est 3-4 séances de natation par semaine. Voilà, pas plus, c'est déjà pas mal, surtout pour un non-nageur comme moi, mais 3 à 4, ça me permet de me décharger mentalement parce que c'est vraiment quelque chose pour lesquels je vais en marche arrière. En vélo, ça représente entre 8 et 12 heures, et puis à pied, à peu près 100 km. Voilà, moi j'ai plus un profil quand même de coureur et j'aime bien me sentir fort à pied.
et j'aime bien avoir des bons volumes à pied, donc je fais quand même assez régulièrement des semaines à plus de 100 bornes à pied, et ça me plaît bien. Il faut les placer. Bon, alors après, c'est toujours plus facile de faire, entre guillemets, plus facile, de faire 100 bornes quand on court à 18 km/h que 100 bornes quand on court à 12 comme moi. Mais c'est qu'une question d'organisation finalement. Ça passe plus vite, effectivement. Mais ouais. C'est ça. Ça passe plus vite. C'est pas forcément plus facile parce que ça demande beaucoup plus d'implication, d'abnégation et de force aussi. Ouais, effectivement, que ce soit tous les entraînements, natation, vélo, course à pied, il faut réussir à les placer tout en sans négliger en fait le côté professionnel et le côté perso. Et souvent ça va être tôt le matin. Les pauses de midi, je les passe souvent à la piscine parce qu'au final c'est le seul créneau que j'ai où ça me dérange pas trop d'aller nager. Et puis après les vélos, j'arrive quand même à faire des bonnes sessions le week-end. Mais effectivement, ça prend du temps et ça demande pas mal de cadrage et d'organisation. Toi, justement, comment est-ce que t'organises tes entraînements? On l'a compris, tu vas nager le midi, t'essayes de placer les entraînements vélo, les entraînements course à pied. Souvent, on place le vélo le week-end parce que, mine de rien, le vélo, c'est assez chronophage quand on veut faire des belles sorties, 3, 4, 5 heures, et donc dans la semaine, ça paraît un peu difficile. Est-ce que tu t'entraînes avec les gars du club? Est-ce que tu t'entraînes avec les gars de la team Argon 18? Est-ce que tu fais tout seul, de l'entraînement jusqu'au coaching? Alors, si on récapitule depuis le début, quand j'ai commencé le triathlon en 2012, c'était déjà au club de Pénon-Béliard Triathlon, et là, effectivement, c'était du 100% avec le club. J'étais avec l'entraîneur du club, que ce soit natation, vélo et course à pied, j'ai toujours fait ça avec eux. Ça a duré 2 ans comme ça. Ensuite, j'ai été un petit peu pris sous l'aile de mon premier entraîneur, je dirais, Vincent Lebec, qui m'a vraiment donné le goût à l'effort et puis à la performance, que ce soit en course à pied et même en natation, et en vélo, bien entendu. Et ça a duré 2-3 ans derrière. Et ensuite, en 2017, quand j'ai commencé à prendre conscience que c'est quand même pas mal et qu'on s'amuse bien en triathlon, j'ai décidé de m'entraîner tout seul. Voilà, je me faisais mes petites semaines, je m'entraînais vraiment tout seul de A à Z. Même la natation, j'avais plus forcément la disponibilité d'y aller avec le club, je m'entraînais tout seul. J'avais juste un entraîneur natation qui me donnait des bonnes séances, mais sinon tout le reste, c'était moi qui m'organisais. Et ça a quand même duré jusqu'en 2020, l'année Covid. Et suite à l'année Covid où il y a eu pas mal de changements, que ce soit dans ma vie perso, pro, et puis même je voulais un petit peu changer d'air sur ma pratique sportive. Et là, je me suis dirigé vers mon entraîneur actuel, qui est Benjamin Pernet, qui depuis 2020, depuis novembre 2020, me concocte des jolis petits programmes. Donc ça me permet de donner le cadre. Et ensuite, suivant les disponibilités que je peux avoir pour aller nager avec mon club, pour pouvoir aussi voir du monde et puis rendre ça un peu plus sympa, ou organiser des sorties vélo avec les copains, j'essaye autant que possible de me joindre avec eux, au moins sur les échauffements et les récup. Voilà. Donc je dirais actuellement, c'est quand même l'entraînement est cadré par Benjamin, et sinon à 70-80%, je suis quand même relativement seul. Ouais, en plus, c'est vrai que quand on a une activité professionnelle, celle qui est rémunératrice, à côté, c'est pas toujours facile de s'organiser avec le club. Puis, faut bien voir un peu pistache aussi. Donc, si tu vas t'entraîner toute la soirée, tu le verras plus. Bon, ta conjointe, ok, on a dit qu'on parlait de pistache dans l'épisode. Parfait, super, tu l'as superbement bien placé, j'apprécie. Plus sérieusement, donc t'as fait ce test de t'auto-coacher. On parlait en off de Cédric Ludet, dont j'ai diffusé l'épisode récemment. Lui aussi, il a fait ce test-là. Maintenant, t'es accompagné par Benjamin, ton coach actuel. Alors sur la partie course à pied, en plus tu dis que t'es coureur, enfin t'es fort en course à pied, t'es plutôt coureur et t'aimes te sentir fort sur la course à pied. Sur le vélo, ça a beau être des disciplines assez technique. Une fois qu'on maîtrise le geste, ça va. Par contre, la natation, pour ça, c'est super ingrat. Quand t'es pas un nageur de formation, il faut répéter les gestes et malheureusement, souvent, avec un œil d'expert qui te regarde, parce que même après avoir nagé pendant 15 ans, si tu poses mal ta main en crawl, au bout d'un moment, tu vas le payer. Et quand ça fait 15 ans que tu nages, tu cherches plutôt la performance. Donc, sur la partie natation, comment tu t'organises justement pour que ton entraîneur ait un regard critique? Est-ce que tu filmes et après tu lui envoies et il regarde? Est-ce que de temps en temps, il vient au bord du bassin avec toi? Comment tu t'organises? Là, clairement, actuellement, je suis pas autodidacte parce que c'est pas moi qui me suis appris tout seul à nager, mais actuellement, je nage vraiment tout seul. De temps en temps, quand je vais nager avec mon club, j'ai l'entraîneur du club du Pénon-Béliard Triathlon qui vient me donner quelques tips pour venir optimiser un petit peu mon geste ou ma pose de main ou me redresser la tête. Enfin, vraiment des choses simples, mais que je peux pas voir lorsque je nage. Mais sinon, c'est vrai qu'actuellement je suis un petit peu en solo. Après, je pense avoir acquis pas mal
une bonne technique sur mes premières années de triathlon, où là vraiment, enfin franchement, je nageais, quand je finissais 100 mètres, c'était déjà beau, donc là on prenait vraiment le temps de bien travailler le geste, de bien respirer au bon moment, et là j'ai vraiment pris le temps de le faire. Et en fait, les années où je me suis entraîné seul, j'étais uniquement suivi en natation par mon ancien entraîneur de Grey, parce que je suis quand même passé au club de Grey pendant quelques années. Et en fait, là, le but, c'était de me faire borner. C'était une stratégie. En gros, je tournais à 20-25 bandes par semaine de natation. On bornait, et puis en fait, le but, c'était juste de développer la caisse avec la technique que je pouvais avoir avant. Donc forcément, j'ai développé des bonnes capacités de nage. J'ai développé de très jolis défauts de nage également. Mais là, actuellement, je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre entre mon investissement perso que je peux mettre dans la natation, donc 3 séances par semaine maintenant, ma technique et la performance que j'ai désormais sur triathlon. Ouais, surtout que Pistache peut éventuellement t'accompagner en vélo et en course à pied, mais en natation, on sait que les chats n'aiment pas l'eau, hein, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai le petit panier qui va bien sur les prolongateurs, et puis en course à pied, j'ai un petit sac à dos, un petit sac à dos même. Mais en natation, c'est très compliqué. Ouais. Bon, ça va être le running gag de l'épisode. On va le placer tout le temps, Pistache. T'as dit qu'il fallait le placer, donc on va en parler. Donc je comprends mieux en fait. Bon, déjà quand t'apprends à nager à 12 ans, c'est quand même mieux que quand t'apprends à nager plus tard. Et il y en a eu des gens qui ont découvert le triathlon à l'âge adulte. Donc 12 ans, tu commences, t'es un peu à la limite quand même pour commencer à avoir des mauvaises habitudes, mais pour quand même bien intégrer tous les gestes techniques. Mais je comprends mieux maintenant que sur ton profil LinkedIn, parce que je le répète suffisamment souvent, je suis recruteur, donc LinkedIn c'est un peu mon outil de prédilection. Tu affiches clairement déjà ta passion pour le triathlon et le duathlon, mais aussi tes victoires en tant que duathlète, parce que là tu ne nages pas quand tu es duathlète. Ouais, effectivement. Alors, en fait. Mon premier vrai résultat probant où je me suis dit, ok, là, ça vaut peut-être le coup de s'y mettre, c'est en 2019 quand j'ai fait champion de France de duathlon longue distance. Et effectivement, en duathlon, il n'y a pas de natation, quoi. Donc, c'est pas que je me suis buté là-dessus, mais je me suis dit, quitte à commencer à rentrer dans le sport de haut niveau, fais-le sur une discipline que tu maîtrises, de A à Z, parce que course à pied, vélo, course à pied, c'est vraiment mes points forts. Donc, le duathlon longue distance, champion de France en 2019, troisième en 2022, et puis j'ai eu la chance de faire les championnats du monde également en septembre 2022 à Zofingen. Et également en parallèle, vu qu'à l'époque j'étais à Grey, je faisais aussi les manches de Grand Prix en deuxième division, avec l'objectif de monter en D1. Bon, on n'a jamais réussi à transformer l'essai, mais déjà la D2, c'était hyper intéressant, parce que c'est des super courses, c'est hyper dynamique, c'est un petit peu stressant parce qu'on est en pack, et surtout c'est hyper rapide, et pour un mec comme moi qui à la base est sur du longue distance, ça me permettait aussi un petit peu de sortir de ma zone de confort, et puis de me confronter à plus fort et à un effort qui justement me convenait pas forcément à première vue. Voilà, donc effectivement, duathlète de base, fier de l'être, mais j'essaye maintenant de me concentrer sur le triathlon. Bon, bouge pas, on en parlait avec Marion Legrand. Je pense que cet été, pour la petite fête de campagne, tu sais qu'il va y avoir à Paris, là, où il va y avoir plein de sportives et sportifs, ouais, et tout, et notamment le triathlon, où on est censé nager dans la Seine. À mon avis, il y a des chances que ça se transforme en duathlon. Bon, malheureusement, ce sera pas les meilleurs duathlètes qui iront, mais en tant que duathlète, tu vas kiffer. Ouais, non, parce que, allez, je suis triathlète, moi j'ai envie de voir un triathlon à Paris, mais effectivement, il faut qu'on fasse gaffe avec ces histoires. Et si ça finit en duathlon, après les triathlètes qui font les JO, ce sont des très bons duathlètes, mais ça reste un effort spécifique, et on l'a déjà vu, quand Alistair Brownlee était venu sur un championnat du monde de duathlon, il s'est fait taper par 2 Français. Duathlète pur. Donc ça veut bien dire que c'est un effort à part, que c'est un sport à part, et que ça demande d'autres qualités que le triathlète n'a pas forcément à 100%. Voilà. Tout comme le duathlète n'est pas nageur, voilà, au même titre. Comment est-ce que toi, justement, tu jongles entre les deux? Parce qu'on l'aura compris, toi, t'es un triathlète, t'aimes ça, mais ce que tu préfères, c'est le duathlon, en fait. T'es un duathlète devenu un peu triathlète, parce que dans ta formation de sportif que t'as commencé à 12 ans, t'as commencé par le triathlon. Mais comment tu jongles entre les deux? Comment est-ce que tu fais un choix? Parce que finalement, il faut choisir à un moment. Triathlon ou duathlon? Long ou court? Moi, j'ai fait le choix, on va dire, l'année dernière, clairement, en me disant, bon, ok, le duathlon, c'est cool, c'est là où je performe, c'est là où je fais les meilleures courses, mais le duathlon, en termes de visibilité, on n'est pas au niveau du triathlon. En plus, depuis l'année dernière, en triathlon, je cours en catégorie pro, donc je suis sur le classement PTO. C'est quand même hyper intéressant pour venir se challenger, voir un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport aux autres. Alors, spoiler alerte, je suis pas du tout parmi les meilleurs mondiaux en triathlon, mais ça me permet d'être dans le classement mondial et me dire, ah ouais, ok, super, il y a ça, il y a des super courses. Enfin,
fin octobre, j'ai fait Vieux-Boucau, le challenge Vieux-Boucau fin octobre. Il y avait 3 champions du monde au départ, un ancien champion olympique. J'étais avec eux sur la ligne de départ, avec Alistair Brownlee, avec Dorian Coninx. Enfin, franchement, pour moi, entre guillemets, un petit du triathlon, mais qui se projette quand même en essayant de se professionnaliser, etc., c'était un départ de course dont je me souviendrai tout le temps, quoi. Donc, j'ai choisi, le duathlon hors saison pour préparer la suite, mais ça reste le triathlon, focus sur le triathlon et le fameux classement PTO pour pouvoir m'amuser dans le classement mondial. Ça fait quelques temps que je suis plus sur les parcours de triathlon parce que j'ai rangé le vélo dans le garage, j'ai promis à mon épouse. Donc je peux pas faire du duathlon non plus, je fais plutôt du swimrun, tu vois. Mais à mon époque, oui, parce que je suis vieux, j'ai presque le double de ton âge. Il était pas rare de voir des triathlètes commencer à s'échauffer sur home trainer avant de partir à la flotte. Est-ce que toi, en tant que duathlète, tu as déjà essayé de te faire un échauffement à la duathlète, c'est-à-dire pas faire quelques tours de piste, mais vraiment de faire, je sais pas, un 5 bornes à l'allure de course, et puis après aller te jeter dans l'eau pour lancer le départ triathlon. Ouais, clairement, j'ai déjà essayé je pense que je suis peut-être pas un des seuls, mais c'est vrai que moi, avant de prendre le départ d'un triathlon, je m'échauffe comme si j'allais faire un départ de cross, en fait. Je vais faire un petit footing de 15 minutes, je fais des gammes pour chauffer, en fait, les muscles du bas du corps. Et en fait, en soi, mon échauffement spécifique natation, ça va être deux, trois petits éducatifs à l'extérieur de l'eau, 200 mètres en nageant, et puis c'est tout, quoi. Alors que je vois tous les autres avec des élastiques ou des trucs comme ça à faire des pompes. Non, moi, je fais des gammes de course à pied. Après, de là à prendre le home trainer, peut-être pas, parce que c'est un peu plus de logistique, mais je m'échauffe comme pour un départ de cross, ouais. Ouais, mais justement, la question c'était, est-ce que tu t'échaufferais comme si tu partais pour un duathlon, sauf que avant d'enchaîner sur le vélo, t'as la natation, quoi, tu vois. Est-ce que tu penses que parce que finalement, il est en ça différent, l'effort entre le duathlon et le triathlon. C'est que dans le triathlon, on commence par nager, mais c'est quand même pas le même niveau d'intensité que la course à pied, surtout pour les très bons nageurs. Et après, on enchaîne sur le vélo, et après, on finit par la course à pied. Alors que dans le duathlon, c'est d'abord un gros effort en course à pied, parce qu'il faut faire le trou. Après, on saute sur le vélo, et après, on finit avec la course à pied. Toujours à fond. En gros, on commence à fond, on accélère au milieu, et on finit à bloc. C'est ça? Clairement, j'espère que je vais répondre quand même plus ou moins à ta question, mais clairement, j'ai jamais fait un effort plus dur qu'un duathlon, que ce soit un longue distance ou un courte distance. T'as très bien résumé. On a beau se dire, oh là là, la course elle est longue, patati patata, c'est faux. On est à bloc tout le temps. En plus, comment dire, vu que musculairement c'est horrible, on sait que des gros écarts peuvent être faits. Donc en fait, à mon sens, il y a peut-être un peu moins de gestion, et effectivement, il faut être l'échauffement avant un duathlon et puis un triathlon est totalement différent. À la fin de ton échauffement pour un duathlon, tu as intérêt d'être chaud parce que de toute façon le départ va être rapide, que ce soit à longue distance ou à courte distance. En triathlon, c'est pas que, enfin, surtout pour ma part, mais la course, moi, elle commence en vélo, quoi. La natation, moi, il faut que je sorte le plus frais possible. Donc, je vais essayer de lisser mon effort. De toute façon, je vais pas être devant. Je vais chercher à choper des groupes, ok, mais ça va pas se faire au départ, quoi. Voilà. C'est tout. Bon, écoute, on est passé sur la petite partie technique, mais je pense qu'elle était intéressante aussi, notamment pour rappeler à celles et ceux qui pratiquent le triathlon, mais qui ne connaissent pas le duathlon, qui n'ont jamais pratiqué, parce que ça peut être les différences. Et puis encore une fois, Pistache, il adore ça, parce qu'en duathlon, il peut te suivre. Exactement. On fait des binômes d'ailleurs, on fait des courses à deux. Ah, cool. Ça peut être intéressant, ça. Tu sais, les courses mixtes hommes-femmes, et puis il y a du canicross. Ça doit être sympa de faire des courses avec son animal de compagnie. Par contre, quand t'as une tortue, tu dois être un peu emmerdé. Ah ben non, c'est bon, le chat, c'est pas de souci. On va créer une catégorie, ça devrait bien se goupiller. Bon, revenons un petit peu plus sérieusement dans le game. Tu nous as dit donc que tu es triathlète professionnel. Ça veut dire quoi, être triathlète professionnel? Ça veut dire que tu es payé par la Fédé, par le club? Tu comptes même plus l'argent, tu jettes les billets? Ça veut dire quoi, être triathlète professionnel? Ouais, ben, c'est ça exactement. Donc j'ai pas de travail. Effectivement, je suis en week-end et en stage tout le temps. Non, tu l'as dit, il fallait qu'on revienne sérieusement. Triathlète professionnel, ça veut tout dire et rien dire. Je pense qu'en France actuellement, de vrais triathlètes professionnels, il y en a peut-être une dizaine. Ça va être des Dorian Coninx, des Vincent Louis, des Sam Ledlow pour le longue distance. Eux ont le niveau nécessaire pour le faire, et deux, médiatiquement, ils sont présents et ils peuvent se permettre d'avoir des sponsors privés pour pouvoir, entre guillemets, financer leur saison et leur vie. Je veux pas parler à leur place, mais je scope à peu près le truc comme ça. Moi, je suis triathlète professionnel, c'est simplement parce que je cours en catégorie pro, mais sinon, à côté de ça, non, j'ai un boulot.
pour pouvoir me nourrir et je m'organise autour de ça pour pouvoir tenter d'exister dans mon sport. Après, effectivement, je suis triathlète pro, ça implique que derrière, j'essaye de professionnaliser ma démarche, d'organiser ma démarche pour viser le meilleur niveau de performance possible dans les 3 disciplines, natation, vélo, course à pied. Mais effectivement, j'ai pas le niveau nécessaire, j'ai pas la présence médiatique non plus en termes d'image pour pouvoir me dire, tiens, demain j'arrête de bosser. Et puis je deviens triathlète professionnel sans pour autant profiter de la solidarité nationale. Parce qu'effectivement, je peux me mettre au chômage pendant 2 ans et puis me dire, tiens, je suis triathlète pro. Mais en fait, pas vraiment, quoi. Voilà. Ouais, t'inquiète, maintenant que tu vas passer sur le podcast, tout va changer, ta vie va changer, les fans vont venir taper à ta porte pour s'entraîner avec toi, mais ils vont pas y arriver parce que tu seras évidemment devant à chaque fois aux entraînements. Toi, tu seras en basse intensité, eux, ils seront à bloc. Non, bon, allez, on a dit qu'on était sérieux. Bon. Non, mais c'est ça aussi le triathlon, c'est du délire, c'est du fun, c'est de la bonne ambiance. Ouais, c'est déjà suffisamment dur, entre guillemets pour accepter la charge, pour organiser les entraînements, pour digérer les bonnes séances, pour accepter les mauvaises séances. Donc si en plus on se prend la tête et puis qu'on y va en tirant la gueule, ça peut pas marcher, quoi. Enfin, ça peut pas marcher sur du long terme. Tu me disais aussi tout à l'heure que tu fais partie du team Argon 18. Ouais. Tu peux nous en dire plus ? Ça veut dire quoi en fait, être membre du team ? Ça veut dire avoir un vélo qui t'est offert par Argon ? Ça veut dire faire des performances ? Ça veut dire être mélangé avec les meilleurs qui font partie de ce team ? Ça veut dire quoi ? Alors, le team Argon 18 France, initialement, c'était un team qui effectivement, sous l'égérie de la marque de vélo du même nom, était un team de groupe d'âge. Voilà, en fait, l'idée, c'était de regrouper des groupes d'âge d'un bon niveau, mais surtout avec une histoire à raconter. Et puis, en fait, dans le team, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des pères de famille, il y avait effectivement des jeunes prometteurs, mais il y avait aussi des jeunes tout court qui voulaient juste s'amuser dans un groupe. Et en fait, depuis cette année, ils ont décidé d'ouvrir 2 places pour des professionnels. Donc en fait on est 2 et moi j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre ce team cette année pour pouvoir se joindre au groupe, donc de tous ces groupes d'âge. Et la seule particularité qu'on a par rapport à eux, c'est que nous on court en catégorie pro. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Donc en plus de rejoindre un super groupe, on a fait le regroupement là il y a une semaine, on s'est éclaté, on a rigolé toute la journée, enfin tout le week-end. Et le mot sérieux était pas forcément omniprésent, mais c'était super cool. T'as ramené Pistache ou pas ? Non, ils ont pas voulu. Je me suis dit peut-être pas le premier coup, le prochain ils y ont droit. Mais j'en ai parlé. En plus j'en ai parlé, ils le connaissent déjà tous. Et donc qu'est-ce que ça apporte ? Alors effectivement, on a pas mal de facilités au niveau de l'obtention du vélo de la marque Argon 18. On a un partenariat avec Compressport, on a un autre partenariat avec Powerbar, avec Hub pour les combinaisons, Casco pour les casques. Enfin, en fait, on a beaucoup de facilités pour l'obtention de ce matériel-là, à prix réduit parce qu'on est plusieurs et puis surtout qu'on a on a une belle image et on a une représentativité qui est optimisée sur les courses parce qu'on se déplace et qu'on est quand même relativement devant, il faut pas se le cacher. Et pour Marc Fernandez, l'autre pro, et puis moi-même, on a d'autres facilités qui se rajoutent sur l'obtention du vélo notamment, et on est directement en plus en lien avec la marque Argon 18 pour avoir un vélo de chrono et un vélo traditionnel de route pour l'entraînement. Est-ce que vous participez aussi à la R&D, à la recherche et développement ? En plus, toi étant ingénieur, même si tu es ingénieur plutôt dans l'environnement, mais la démarche de l'ingénieur, tu la connais. Donc, est-ce que vous participez un petit peu à la R&D ? Vous donnez votre avis ? Vous faites les bêta-testeurs ? Je pense que le terme bêta-testeur, pourquoi pas. En gros, ils sont à l'écoute des retours qu'on peut leur faire. Mais de là à aller travailler avec eux en soufflerie, non. Voilà. Mais par contre, ils sont à l'écoute. On a certains membres du team qui sont en lien direct avec les mecs de la marque. Que ce soit pour Compress ou pour Argon d'ailleurs, et ils sont à l'écoute de ce qu'on peut leur remonter. En termes de déplacement, ça veut dire quoi être triathlète pro ? Parce que même si la France est un super pays de triathlon et de duathlon et de swimrun, bah oui, j'aime bien le placer aussi parce que c'est le seul pays dont la fédération de triathlon est délégataire du sport. Donc même si c'est un super pays pour ça, être triathlète pro, ça veut dire aussi bouger, aller un peu à l'étranger, un peu en Europe, un peu ailleurs. Toi, tu bouges beaucoup dans ta saison ? Moi, j'ai, pour pas passer pour le gros ayatollah de l'écologie, parce que je ne le suis pas, mais j'ai quelques sensibilités à l'environnement et effectivement, si je peux limiter mon empreinte carbone dans le cadre de ma passion, parce que ça reste une passion avant tout, je le fais. Donc effectivement, lorsque je vais faire mes compétitions dans le cadre des manches PTO, et ça va que pour l'instant, je suis un petit triathlète pro, mais je peux les faire, je dois dire, au niveau continental. Voilà, cette année, au plus loin que je vais aller, ça sera en Autriche.
Donc ça peut se faire soit en train, soit en voiture, mais pas forcément en avion. Sinon, ce sera essentiellement en France. Après, je suis conscient que si demain je veux aller m'amuser sur des compétitions, pourquoi pas un Ironman du côté de Hawaï ou aller faire un challenge sur un autre continent, forcément ça impliquera des voyages un peu plus lourds en termes de logistique, mais également d'impact carbone. Et ça, ce sera à programmer et à assumer bien entendu. Pour l'instant, je reste, je dirais, au niveau continental proche. France, Autriche, un petit peu de Suisse et puis de l'Allemagne. Espagne, Portugal, ouais. Non, ça Espagne fait plus loin. Aussi. Espagne, ça se fait bien. Bon, après, pour les championnats du monde, t'es pas obligé d'aller à Hawaï. Hein. Maintenant, c'est une année sur deux avec Nice. Donc, tu peux choisir l'année si tu arrives à te qualifier ou ce sera à Nice. Hein. Ouais, ça, c'est encore un autre débat. J'ai rien dit. Par contre, choisis bien le moment où c'est les mecs, hein, parce que si tu choisis le moment où c'est les filles, c'est foutu. Hein. Déjà, ouais, mais voilà, mais c'est un autre débat. Mais oui, il y a le championnat du monde à Nice, qui peut être intéressant de faire. Revenons un peu sur ta pratique et sur ton entraînement justement. Donc là, tu es encadré par Benjamin, ton coach. Est-ce que, bon, on l'a compris, tu ajustes aussi l'entraînement par rapport à ce qu'il te donne, c'est par rapport à tes disponibilités. Malgré tout, tes cycles d'entraînement ressemblent à quoi? Là, on enregistre, on est mi-février, donc on est encore sur le cycle d'hiver. On va commencer à attaquer tout doucement le cycle printemps et puis après la saison finalement de triathlon. Surtout si tu restes sur des courses continentales, tu vas pas en hiver, tu vas pas aller en Australie pour concourir. Donc, ça ressemble à quoi ton cycle d'entraînement? Là, comme je te le disais, moi je reste un coureur. Enfin, j'aime bien me mettre quelques courses à pied pour me dire ok, je suis encore fort en course à pied, j'ai besoin de ça pour me rassurer. Donc souvent en fait l'hiver, c'était de décembre jusqu'à mars, c'est vraiment du travail de développement global, que ce soit natation, vélo, course à pied. Et le but c'est d'encaisser de la charge et du volume et de l'endurance. Voilà. En mars, souvent je me cale, là cette année j'ai un semi-marathon et un 10 km coup sur coup pour valider entre guillemets l'hiver passé. Et ensuite à partir de début avril, parce qu'il faut quand même un petit peu assimiler tout ça, je pense qu'il y aura 1 ou 2 semaines un petit peu plus light entre les deux. À partir de début avril, là ça va être du travail spécifique triathlon avec de l'allure spécifique et de l'intensité spécifique, et on va certainement mettre un peu plus de côté les travails de développement, Après moi j'organise ma saison souvent en deux, avec une première partie de compétition sur mai-juin et une deuxième partie sur septembre-octobre, parce qu'en fait en juillet-août il fait chaud et moi j'aime pas trop, tout simplement. Donc je me dis au lieu d'aller me buter, aller faire des compètes pour être inexistant, être transparent, je continue mes entraînements, j'adapte l'intensité, si j'en chie je suis tout seul dans mon coin, et puis donc en fait en juillet-août souvent on arrive à replacer une petite période de redéveloppement pour tenter de recréer des adaptations, surtout avec le chaud, parce que c'est hyper intéressant. Et après, à partir de septembre-octobre, de nouveau une période de compétition, donc avec certes des entraînements moins présents, mais avec des compétitions avec l'approche course et puis la récup post-course. Ouais, surtout qu'à Montbéliard, septembre-octobre, c'est déjà l'hiver là-bas. Ah ouais, on met les pneus neige sur les vélos de route. Hein. Tu mets les pneus à cran, exactement. À clous. Exactement. J'aime bien parce que tu nous places comme ça, que tu fais quelques semis aussi pour te préparer. C'est quoi ton RP sur semi? C'était l'année dernière à Paris, j'avais fait 1h05. 1h05, ouais. Donc ça c'est sur un semi sec. Semi-sec, et sur un semi, que ce soit sur duathlon ou sur triathlon, t'es aux alentours de ça ou t'es un peu plus lent quand même? Je suis un petit peu plus lent, mais cette année à Fréjus, je fais 1h09, donc j'étais assez content, et là je me suis dit, c'est cool. Là c'est vraiment cool parce qu'en plus, juste le fait de voir que j'arrivais à courir et puis que en fait j'ai pas subi la course, parce qu'au final c'est un plaisir quoi. On pose le vélo puis derrière on court à 3,20, 3,21, c'est un bonheur sans nom quoi. Juste de pouvoir poser la course à pied à son niveau, c'était assez ouf en termes de sensations. Et tes conseils là-dessus, justement, qui, je pense, vont intéresser tous les auditeurs et les auditrices, évidemment. Quand on est coureur, quand on est, on sent bien que toi, ton truc, c'est vraiment la course à pied. C'est là que tu t'éclates, c'est là que tu aimes te sentir fort. Et donc, quand tu te sens fort, tu te sens encore plus fort et tu te sens encore mieux. Comment tu fais pour réussir à organiser, que ce soit tes entraînements ou même tes compétitions? Comment tu gères ta compétition pour que tu puisses tout donner en course à pied? Alors là, attends, ça, mon entraîneur, il m'a déjà engueulé plus d'une fois. Le but, c'est pas de faire un vélo tranquillou bilou pour pouvoir dire, tiens, c'est moi qui ai couru le plus vite. Non, le but, on est triathlète, quoi. Donc, il faut savoir nager fort, rouler fort et courir à ton niveau, quoi. Donc, c'est ça, en triathlon, c'est tu commences vite,
t'accélères au milieu puis tu finis à fond. Ouais, sur le papier, c'est écrit comme ça. Là. Moi, j'avais signé ça, mais j'ai appelé le SAV, ça fonctionnait pas. Donc, clairement, il faut pas être idiot, surtout sur longue distance en vélo. Moi, quand je m'entraînais seul, puis que j'avais pas forcément les conseils avisés de Ben, j'étais peut-être un petit peu trop irrégulier sur le vélo, peut-être à partir trop fort ou à faire des efforts dans les bosses qui n'étaient pas nécessaires. Donc, grâce à lui, j'ai appris à lisser mon effort, que ce soit en natation, mais surtout en vélo, lisser l'effort tout au long de la course, pour en gros poser frais, sans dette de quoi que ce soit en termes de stock de glucides ou en dette d'énergie simplement, quoi. Et grâce à ça, ça permet au moins de pouvoir poser sa course à pied. Et ensuite, si on voit qu'il y a un truc à aller chercher devant, c'est la tête qui prend la suite, quoi. Mais une fois qu'on est dans une bonne dynamique, qu'on voit qu'on arrive à courir, ça s'enfile. Alors qu'à l'inverse, si on pose le vélo déjà un petit peu entamé si on pose le vélo déjà un petit peu entamé de la partie vélo, qu'on sent qu'on a les jambes lourdes, on a vite fait d'être dans un cercle négatif et là c'est compliqué. Surtout pour un profil comme moi qui suis bon coureur où on attend qu'une seule chose, c'est la course à pied et qu'au final ça se passe pas comme on veut. Là on a vite tendance à pas bâcher, loin de là, parce que c'est pas le but, mais de lâcher un petit peu prise et puis de sortir de sa course. Ouais, et puis commencer à ruminer, et puis plus tu rumines, plus tu vas ruminer. Enfin, c'est un cercle vicieux, celui-ci. Comment tu fais justement? Comment tu as appris à lisser ton effort sur le vélo? Tu utilises la data, tu utilises le capteur de puissance, tu te connais maintenant tellement bien que tu arrives à gérer ton effort et à lisser. Et puis, je sais pas, sur du long, t'as pas le road drafting. Tu vois une tête devant, qu'est-ce que tu fais? Tu restes derrière à ton allure ou à ta puissance cible ou tu vas chercher et puis tu te places devant en laissant 12 mètres pour éviter que l'un comme l'autre vous preniez un carton? Avant l'arrivée de Ben, je faisais tout à la sensas et des fois ça passait super bien, comme l'année où j'avais fait champion de France longue distance de duathlon, ou des fois c'était le cirque plein d'air et ciao bonsoir, je pouvais marcher à pied, quoi. Donc grâce à Ben j'ai découvert c'est mieux parce que marcher sur les mains c'est chaud quand même. Ouais. Et puis on va pas aussi vite. Donc grâce à Ben j'ai découvert les capteurs de puissance, et puis les puissances cibles, et puis les intensités cibles. Donc j'ai découvert ça, et là ça fait quelques années que du coup je fonctionne à ça en vélo. Et je t'avoue que c'est quand même une belle aide. Parce qu'effectivement, on a beau se dire qu'on fait à la sensation, on a vite fait de mettre trop de watts en montée surtout, et puis pas assez sur le plat. Après, en course à pied, par contre, c'est pas que je fais tout à la sensas, mais je me connais quand même relativement bien pour connaître mes intensités. Mais en vélo, j'ai besoin de ça. Après, je vais reprendre l'exemple de Vieux-Boucau. En fait, à Vieux-Boucau, je nage quand même pas trop mal. Et en fait, ça me fait sortir, entre guillemets, dernier du bon groupe en vélo. En fait, il y avait un petit groupe qui s'était formé devant moi. Et en fait, même si on est à 12 mètres, même si on n'a pas le droit de drafter, le fait d'être dans un groupe, ça permet de se faire emmener. L'émulation. Et voilà, exactement. Et au moins, on est dans le rythme. Et en fait, on s'endort pas et on garde le bon visuel sur le bon groupe. Bon, manque de bol, j'ai pas pu faire l'effort au bon moment parce que j'avais quand même les jambes coupées à cause de la natation que j'avais faite un petit peu peut-être en sur-régime, mais en tout cas pour accrocher le groupe. Et donc, en fait, j'ai pas accroché ce groupe-là. Et entre guillemets, c'est pas que ça fout ta course en l'air, mais c'est dommage que j'ai pas pu faire l'effort. Donc de temps en temps, il faut savoir lisser son effort, et de temps en temps, il faut savoir justement faire l'effort pour choper la bonne dynamique de course, être dans le bon groupe et se dire ok, là je suis avec eux, je me repose pas sur mes lauriers parce qu'il faut quand même que j'appuie fort, mais au moins c'est eux qui vont me faire le rythme. Voilà. Donc il faut jouer entre les deux. Tu disais justement que Benjamin, ton entraîneur, t'avait appris à utiliser la puissance. Bon, utiliser la puissance, c'est une chose. Hein. Moi, j'ai un stride pour la course à pied, c'est génial. Ça me donne des bonnes valeurs pour l'allure. Ouais, ok. Mais si tu sais pas l'utiliser, si tu sais pas exploiter cette data, en fait, ça te sert à rien. Bon, t'es ingénieur, donc normalement les data, tu connais un petit peu. Mais comment vous fonctionnez avec ton entraîneur? Tu fais une séance, vous prenez les données, il te les explique ou il les regarde et il te fait des recommandations. C'est toi qui les analyses d'abord, tu lui fais des suggestions et il valide, il infirme ou il confirme. Enfin, comment vous fonctionnez? Je pense que ça aussi, ça peut vachement aider nos auditeurs qui se posent peut-être la question d'utiliser un capteur de puissance mais qui savent pas le faire. Donc, quelle serait la bonne pratique en fait pour toi? En fait, Ben, en plus d'avoir une prestation de coaching qui est hyper intéressante et hyper complète, c'est en fait, il a créé un écosystème tout autour de l'entraînement qui est hyper intéressant et qui est en fait nourri par les expériences de tout groupe. Donc
Assez souvent, il nous fait des petits podcasts, enfin des petits vocaux sur les explications du pourquoi du comment. Le def a le dernier en date, non, c'est pas vraiment le dernier en date, mais j'en ai un qui a fait écho assez longtemps dans ma tête. C'était la gestion de la chaleur et puis des intensités. Pourquoi quand il fait chaud on est nul, mais il l'explique de A à Z et en fait on n'est pas nul, on est hyper fort, mais il faut juste accepter qu'on est moins fort, mais on est fort. C'est compliqué. Mais en fait, c'est tout cet écosystème d'informations qui va nous donner, qui va nous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il faut respecter les puissances, qu'est-ce que c'est cette puissance cible, pourquoi faire un test 20 minutes, pourquoi faire un test 5 minutes, alors que ça fait hyper mal. Moi, je lui ai déjà dit 1000 fois, moi, je fais pas tes conneries. Bah, du coup, je les ai faites, parce qu'il a raison et il faut les faire. Je suis une tête de mule, hein. Je suis une grosse tête de mule. Ça fait 3 ans que je m'entraîne avec lui, 4 ans, ouais, 3 ans et demi. Je l'ai fait mon premier test 20 minutes il y a 3 semaines avec lui. Parce que je comprenais pas l'intérêt. Et après, au fil du temps, voilà, bref, on pose les choses, quoi. Et donc, sur ces fameuses puissances, bah, suivant les retours de séance qu'on a sur les tests qu'on peut faire, lui, il se dit, bah, logiquement, ton allure L, c'est tant d'intensité. Et ensuite, à partir de là, bon, on travaille cette intensité à l'entraînement, on la travaille sur home trainer, puis sur l'extérieur, sur du plat. Parce qu'encore une fois, et ça, je comprenais pas. Au début, il me disait, bah tiens, tu fais 20 minutes allure L, bah pas de souci, je vais les faire en boss, c'est tranquille. Bah ouais, effectivement, en boss, c'est hyper simple en fait de mettre des watts. Mais va mettre les mêmes watts sur le plat, bah tu sais plus où t'habites, quoi. Donc, j'ai découvert des trucs comme ça. Et comment tu fais d'ailleurs à Montbéliard? Parce qu'il n'y a pas de plat là-bas. Si, alors attends, on a des super grandes. On a des grands canaux. Enfin, on a le canal du Rhin au Rhône qui passe chez nous et on a quand même des belles lignes droites. On a des belles vallées entre les montagnes. Enfin, les montagnes, c'est pas vraiment des montagnes parce que si les Alpins entendent ça, entre les petits monts. Enfin, bref, il y a des super petites vallées et c'est hyper sympa. Et surtout, il n'y a pas trop de circulation. Moi, j'ai mes spots d'entraînement. Donc, c'est tranquille, c'est plat et c'est pas dangereux. Mais bref, tout ça pour dire que il explique tout ça et on se nourrit de sa science, mais aussi de la science des autres personnes qui sont entraînées par Ben. Wow, ça doit être génial. Moi, c'est ce que j'ai toujours un petit peu voulu et attendu de mon entraîneur, c'est qu'il m'explique aussi toutes ces choses-là. Alors, il me les expliquait de temps en temps parce qu'on avait la chance qu'il venait avec moi pour les entraînements, que ce soit la natation ou la course à pied, lui il accompagnait en vélo. Donc ça c'est pas mal, mais c'est pas tout le temps. Et en fait, c'est vrai que t'as beau avoir 10-15 ans de pratique, bah il y a des moments t'aimerais bien savoir ce que c'est que la puissance cible, pourquoi on utilise la puissance cible, pourquoi en course à pied on utilise telle ou telle allure, etc. Tu parlais du test, lui, mon entraîneur, il avait un truc, c'était le test de 30 minutes sur piste en course à pied. Ouais. Pourquoi 30? Bah parce qu'un Cooper ou un Mini Cooper c'est trop rapide, c'est trop saccadé. Et en fait, quand tu sais un peu gérer les efforts, c'est pas tout à fait la réalité. Alors que tu fais 30 minutes, si tu pars comme un bourrin, t'en feras 15 et ton test il sera annulé. Si tu fais 30 et que t'apprends à gérer ton truc, c'est l'objectif. Donc effectivement, faut écouter l'entraîneur. Il a ses compétences, il a ses connaissances. Des fois, il faut lui en demander un peu plus, mais ça a quand même un certain avantage d'être accompagné plutôt que d'y aller tout seul. Non, et puis clairement, et puis je vais rebondir sur ce que tu disais. J'espère pas dire des bêtises en disant ça, mais à Ben, il faut pas lui parler de VMA parce qu'effectivement, pour un triathlète, c'est pas du tout adapté. Les tests 6 minutes, 12 minutes et compagnie. Effectivement, tous les entraînements de course à pied, ils sont basés sur notre meilleur temps au 10 bornes. Enfin, en gros, sur 30 minutes d'effort, quoi. Tu as raison. Et à partir de là, on construit. Toi, tu fais 30. Oui. Toi, tu fais 30 au 10, pas nous. Hein. Et après, à partir de là, on construit le plan d'entraînement avec cette valeur-là. Et effectivement, donc, oui, les intensités sont un petit peu plus basses que sur un test 6 minutes. Mais par contre, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des 15 fois 1000, quoi. Ah oui, forcément. Ouais. Voilà, c'est des 15 fois 1000 où on l'a pas forcément dans la gorge, mais à la fin de la séance, on se dit waouh, putain, on a tourné quand même longtemps là. Mais ouais, mais en fait, c'est le but, quoi. Le but, c'est pas d'aller très vite pour un triathlète, c'est de pouvoir maintenir un niveau d'intensité hyper intéressant. Donc, forcément, à l'entraînement, il faut maintenir ce niveau d'intensité, quoi. Et puis, ouais, enfin, clairement, c'est. Moi, je connaissais pas tout ce qu'il avait construit Ben autour de son entraînement. Moi, à la base, je l'avais rejoint parce que j'avais des très bons échos sur sa manière de faire. Mais en fait. Oui, il y a l'entraînement, mais il y a tout le à côté qui est hyper intéressant et qui permet de progresser en tant que triathlète. Bon, un bon petit tips que tu as dispensé, c'est de se faire accompagner par les entraîneurs avec qui on ressent déjà un certain feeling. Je crois que c'est le cas avec Ben. Bon, on n'a pas parlé de pistache. De quoi on parle pour pistache là Pistache, de temps en temps, je lui fais faire du fractionné dans le salon. Je lui cours après pendant 30 secondes, j'arrête, je recommence et puis on le fait pendant 1 heure. Voilà. Donc c'est à lui que tu fais faire du fractionné ou c'est toi qui fais du fractionné au final? C'est le petit chat qui fait du fractionné.
Écoute, c'est super intéressant tout ce dont on vient d'échanger et puis ces différents points de vue. On n'est pas rentré sur un sujet spécifique, mais justement, on a eu une vision un peu holistique, comme on dit. Tu le sais, Victor, la dernière question que je pose à mes invités, elle est en lien avec le nom du podcast qui s'appelle Devenir triathlète. À ton avis, comment on fait pour devenir triathlète? En écoutant les vieux. Ah, clairement. Enfin, là, encore dernièrement, là, je me suis mis au podcast Tribandit. Je sais pas si tu connais. Tribandit, c'est un podcast qui est fait par Arnaud Sekulov. C'est un ancien triathlète, mais de par chez moi, de Franche-Comté. Quand j'ai commencé, c'était le mec qui tournait quand même relativement fort. Et en fait, le mec, il a commencé le triathlon dans les années 90, quoi. Donc en fait le mec il a... Je te remercie, j'ai commencé en 96, donc ouais, moi aussi je suis un vieux. Mais voilà, enfin les gars, enfin vous imaginez pas toute la science que vous avez sur ce sport en fait, parce que vous avez vraiment constaté l'évolution du sport, l'évolution des manières de s'entraîner, et puis même de ce qui devient entre à l'époque Hawaï, ce que c'était, maintenant ce que c'est Hawaï, ce que c'était avant le triathlon au JO, maintenant ce que c'est, enfin avec tous les circuits qui se multiplient et compagnie. Et je pense que c'est hyper intéressant d'écouter les vieux, parce que les vieux entre guillemets, parce que le mec il a 50 ans, il est loin d'être vieux, mais c'est un dinosaure pour les triathlètes. C'est hyper intéressant de les écouter, parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, et que ce soit sur l'entraînement, mais également sur la logique du sport, et puis les mecs sont passionnés, donc c'est forcément passionnant. Puis sur la longévité, tu parles de vieux entre guillemets, ceux qui l'auraient pas entendu, je vous invite à aller écouter l'épisode avec Georges Bellobre, le papa de Fred Bellobre. Tu parlais des Jeux Olympiques, exactement. Voilà Fred, 3 Olympiades. Georges Bellobre, 80 piges, et il continue à faire au moins un triathlon par an. Et il est champion de France dans sa catégorie. Qui rêve d'avoir une longévité pareille? Il a commencé le triathlon à 30 ans, parce que voilà, c'était il y a 50 ans que ça a commencé à être populaire en France. Et à 80 piges, il continue à faire un triathlon. Donc ouais, écoutez les vieux. Non, mais clairement. Et puis je pense qu'ils ont la passion de ce sport, ils ont la science de ce sport. Et effectivement, effectivement là actuellement le but c'est d'être le meilleur possible dans mon sport, parce que je le kiffe. Après, je sais qu'à un moment donné, je vais me faire rattraper par la vie professionnelle, par la vie de famille. Et forcément, le triathlon, ça va passer un petit peu au second plan. Mais j'ose espérer qu'à 60 balais, je serai toujours présent en train de foutre des petites claques derrière la tête aux petits cadets sur des distances M et des distances S, quoi. J'espère. Bon, on n'y est pas, hein. J'ai encore le temps d'y arriver, hein. Mais j'espère que je vais continuer le triathlon encore longtemps, effectivement. Bon, écoute, moi j'espère qu'on va continuer le podcast Devenir triathlète encore longtemps. On se donne rendez-vous dans 20 ans et on fait un débrief, ça marche? Ah vache, écoute, vas-y, c'est noté, pistache... Ouais, bon, ok, peut-être avec pistache, peut-être pas. Dans 20 piges pistache Ouais, je sais pas. Bon, on verra. Avec vanille, parce qu'après la glace à la pistache et la glace à la vanille, ce sera le successeur de pistache, non? Il faudra que j'en parle à madame pour le nom du chat, mais on verra. Ça va. Toi, dans tes objectifs, justement, dans ton futur de triathlète, au-delà de passer peut-être sur du plus long, t'imagines quoi? Tu visualises quoi? Forcément, je vais passer sur du plus long, mais sur du Ironman, je me vois mal faire des trucs qui passent l'Ironman, parce que bon, voilà. Mais j'espère quand même à moyen terme faire des Ironman. Je sais pas si je vais me prendre au jeu d'être performant, de chercher à devenir performant sur Ironman, parce qu'en termes d'investissement, ça demande beaucoup plus de disponibilité, notamment pour le vélo. Et je suis pas sûr d'avoir cette disponibilité-là à accorder pour le sport. Donc quoi qu'il en soit, Ironman. Et après, sur de la course à pied pure, ouais, je pense que je vais plus me prendre au jeu des longues distances en course à pied pure. Enfin, quand je dis longue distance, ça va être du marathon, et pourquoi pas du 100 bornes. C'est vraiment un effort qui pourrait me plaire. Ça reste 6-7, enfin plus 7 heures que 6 heures d'ailleurs. 7 heures d'effort, c'est encore un truc où on a vraiment l'impression d'aller vite, donc pourquoi pas. Mais pour revenir au triathlon, ouais, l'Ironman, max. J'irai pas faire du double ou du DK ou du Penta Ironman, quoi. Et 7 heures sur 100 bornes, t'as pas tout à fait l'impression d'aller vite. Hein. T'as l'impression de te donner à fond, mais t'as pas l'impression d'aller vite. Hein. Ouais, du coup, je suis quelques coureurs, là, Guillaume Ruel, Benjamin Paulin, là, qui valent en gros 6h30 sur 100 bornes. Les mecs, ils s'enquillent de ces volumes à pied, mais moi, en fait, ça me fait kiffer, quoi. Je vois leurs séances, les dimanches matins, leur sortie longue, c'est un marathon, quoi. Ouais. C'est énorme. Enfin, ça, c'est... Mais bon, actuellement, c'est pas mon kiff, parce que je suis sur le triathlon, puis je préfère faire ma sortie longue en vélo, mais c'est des trucs, ça doit être tellement kiffant, quoi.
Bah écoute, moi cette année j'ai bouclé ma traversée de la France en courant. J'ai préparé ça pendant 9 mois et sur la fin de la prépa, j'enchaînais des semaines où je faisais 6 entraînements par semaine et dont les plus petites courses c'était 30 bornes et puis je montais jusqu'à 80 bornes et j'ai fait 2 fois 70 dans le week-end, tu vois, des trucs comme ça. On a fait un week-end choc avec mon entraîneur, c'était 65, 75, 80 sur 3 jours. Forcément tu kiffes quoi. T'arrives à la fin du 3e jour, t'as un peu mal aux pattes. Mais en fait, c'est tellement bon parce que justement, tu te sens fort, tu te sens vivant, tu te sens exister. Ouais, c'est ça en fait. C'est juste. Puis de se dire, putain, on fait des trucs. Que 99,99% de la population ne fait pas, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est hyper plaisant. Juste ça. Écoute. C'est bien noté pour la suite. On te souhaite bon courage pour le triathlon. On te souhaite bon courage pour la course à pied. On a compris que tu fais du sport avec Pistache. Mais madame, est-ce qu'elle est aussi sportive / triathlète / duathlète ? Alors madame, à la base, elle courait, elle faisait des marathons. Elle en faisait 1 ou 2 par an chaque année. L'année dernière, j'ai réussi à lui faire découvrir le triathlon longue distance. Donc elle était venue à Fréjus avec moi. Elle a découvert le triathlon longue distance. Elle a enchaîné avec le triathlon distance olympique de Gérardmer. Donc c'est pas un des plus simples non plus. Et elle a fini la saison avec moi à Vieux-Boucaux également sur un triathlon longue distance. Donc j'ai réussi à la convertir. Donc c'est cool. On peut partager ça ensemble, au moins pour les entraînements. Ah, c'est excellent. Ouais. Félicitations. Ouais, j'ai pas réussi moi à convertir ma femme à ça, mais félicitations. Ça a été du boulot. Bon. Et finalement, le prochain petit chat, il s'appellera peut-être pas Vanny, il s'appellera Triathlon, je sais pas, on trouvera un truc. Ouais, ou on l'appellera Sam Ledlow, on verra. Sam, si tu nous écoutes, encore, on t'embrasse. Merci beaucoup, Victor. C'était vraiment cool cet échange. Bon, vous l'aurez compris, chères auditrices, chers auditeurs, on était beaucoup dans la dérision, on s'est bien marré, mais on a abordé aussi beaucoup de sujets super intéressants, sérieusement, et on est rentré un petit peu dans le fond. Donc, j'espère que vous aurez apprécié autant que moi j'ai apprécié faire cet épisode. Victor, pour terminer, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on t'encourage ? Cette saison, on me retrouve au Challenge Sapolten en Autriche fin mai. On me retrouve au Triathlon de Belfort sur le longue distance début juin. On me retrouve à Gérardmer, bien entendu, début septembre, et en Italie fin septembre sur le Challenge San Remo. Voilà, donc n'hésitez pas à venir en masse, et puis ça va être une belle saison, j'espère. Belfort et Gérardmer, que des bons souvenirs pour moi. 2009, championnat de France, l'année où il a fait super chaud pour s'entraîner. Tu t'entraînes de février jusqu'au 5 juin, il fait 40 degrés. Le jour de la course, il fait 9 degrés. C'est Belfort, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Bon, Victor, merci beaucoup. Je mettrai aussi dans les notes de l'épisode les liens vers tes réseaux sociaux pour pouvoir aller aussi discuter avec toi. Pas de souci, avec grand plaisir. Super. Merci, à plus. Ouais, ciao, bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.